Valérie Delac, je me tourne vers vous. Donc, vous êtes responsable du groupe génétique et physiopathologie des neuropathies périphériques héréditaires à Marseille. Voilà, on a prévu de le faire sous notre présentation sous forme d'interview. J'ai envie, moi, de vous poser une question et je pense que je me fais le porte-parole de plus des 100 personnes, des plus de 100 personnes qui nous suivent actuellement. Le temps de la recherche, pourquoi est-ce qu'il est si long? Et je pense qu'on peut peut-être prendre déjà, partir d'un exemple qui est Oui, celui des travaux menés sur CMT4H, par exemple. voilà, donc j'ai suivi vos instructions à la lettre, hein, donc vous m'avez dit 3 diapos, j'ai fait 3 diapos. Non, voilà. En fait, l'idée, c'est d'expliquer un peu pourquoi ce temps de la recherche, il est un peu long. Donc, on voit mon écran. Tout à Donc, fait. effectivement, j'ai pas beaucoup de diapos. Et moi, je voulais débuter en montrant un peu ça. Ça, c'était un article qui était publié par Vincent Timmerman en 2014, que je trouve intéressant. Je le montre toujours quand je fais le cours aux étudiants, parce qu'on voit un peu cette timeline-là avec la découverte de la maladie en 1886. Donc, bien sûr, on est au 19e siècle. Bien sûr, on ne connaissait pas l'ADN, l'hérédité, etc. Mais enfin, ce qu'on voit quand même, c'est qu'il s'est passé plus de 100 ans avant qu'on commence à avoir la toute première piste sur la cause moléculaire de ces maladies qu'à l'époque on croyait monogéniques. On s'est dit, chouette, on a trouvé le gène de CMT. Bon, ben aujourd'hui, on sait bien qu'on est à 120 gènes. Et donc l'idée, ça, là, bien sûr, c'est de aussi expliquer, et ça se voit très bien sur ce schéma, c'est que les découvertes qu'on fait, elles sont aussi très liées, Sharam l'a dit tout à l'heure, à des avancées technologiques. Et ici, ça se voit très bien. Donc là, tout ce siècle-là, c'était un siècle où on a découvert l'hérédité, on a découvert l'ADN, on a compris quelle était la cause qu'est-ce qu'était une mutation, comment elle causait, etc. Et donc, ça a été très, très long. Et puis, on a commencé à avoir un petit peu plus de connaissances sur l'ADN. On avait des outils pour un petit peu chercher, et ça, l'AFM, on peut les remercier avec leurs cartes génétiques qui ont grandement contribué à faire ce qu'on faisait, donc de localiser des gènes. Vous voyez ensuite deux pics là. Donc ce pic-là, c'est 2000, publication du génome humain. Donc on est passé de 3-4 gènes à 10 gènes. Et le deuxième pic, c'est le séquençage à haut débit dans les années 2010-2011. En un an, 12 gènes décrits. Et puis, ça s'est calmé parce qu'à nouveau, à chaque fois, on a une évolution technologique, on comprend mieux. Et puis après, on bute. On bute. Aujourd'hui, on bute sur quoi? L'interprétation des variants. Euh, Alexandre vient de poser la question, ces patients Cox 7, est-ce qu'il y en a qui n'ont pas été trouvés? Tout à l'heure, Shara m'a dit, on considère qu'on est en impasse diagnostique quand on n'a rien trouvé. Pour moi, rien trouvé, ça ne veut rien dire. En fait, ça veut dire qu'on n'a pas compris, qu'on n'a aussi pas compris ce qu'on a dans les données. Parce que parfois, et surtout maintenant, on a beaucoup de données, mais on ne sait pas forcément les comprendre. Et donc, le message que je voudrais faire passer à l'auditoire aujourd'hui, parce que c'est compliqué, c'est que nous, chercheurs, on interprète toujours ce qu'on arrive à trouver au regard de ce qui est connu. Et donc, parfois, on peut manquer des choses parce qu'on n'a pas encore toutes les clés pour comprendre. Donc, ça, c'était la première chose. Et donc là, j'ai fait quelque chose de très simple sur effectivement des recherches que j'ai menées moi. C'est donc un gène, une maladie qu'on a décrit dans une grande famille libanaise, puisque moi, je suis un peu spécialisée dans l'étude des formes ultra rares dans des familles consanguines. Et vous voyez, je vous ai simplement mis ça. Donc, entre le premier article, la première étude qu'on a fait dans ce travail en 2005, où on a décrit à la fois la présentation clinique et la localisation sur un chromosome, sur le chromosome 12 de cette maladie, c'était en 2005. On a ensuite pu identifier le gène 2 ans plus tard, en 2007. Et puis ensuite, il s'est passé une très longue période, là, jusqu'à 2022, où voilà, c'est là qu'on a commencé à essayer de comprendre pourquoi ce gène était muté et pourquoi lui, il causait cette maladie dans les nerfs alors que par exemple il est exprimé partout, un peu par rapport à la remarque aussi tout à l'heure de Monsieur Stours. Et puis on a fait un modèle de souris, des modèles de cellules, tout ce qu'a expliqué Arnaud, et tout ça, ça nous a pris 15 ans. Et donc 15 ans après, on a publié un article où on a donc décrit les mécanismes, et donc ça c'est aussi le travail de Nathalie qui va parler tout à l'heure, qui était postdoc avec moi, euh, pour tester une autre molécule, la niacine, qui est de la vitamine B3,
qui, comme pour Arnaud avec son coenzyme Q10, fonctionne in vitro dans les cellules, fonctionne chez la souris. Voilà, aujourd'hui, on est là, on a mis en tout 17 ans depuis le début de l'étude, et pour en arriver à proposer, mais simplement un essai préclinique dont on ne sait pas du tout si et comment il va marcher chez l'homme. Et donc, il y a encore plein d'étapes avant d'aller plus loin. Mais voilà, pour dire que c'est effectivement un temps très, très long. Voilà, donc c'était de façon très simplifiée, résumer cette étude. Voilà. Merci beaucoup. Peut-être un point, Valérie Delac, je pense que vous rencontrez aussi des difficultés d'accès aux échantillons. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui, donc aujourd'hui, ce qui peut être parfois difficile, c'est deux choses. C'est l'articulation du diagnostic et de la recherche. Tout à l'heure, Chara m'a présenté très bien un peu le diagnostic et la filière Finemus. Et donc, quand on arrive dans une errance diagnostique, c'est-à-dire qu'on n'a pas conclu un diagnostic, il faudrait pouvoir systématiquement aller plus loin sur des protocoles plutôt de recherche. Et pour ça, Arnaud vous l'a montré, il nous faut des cellules, il faut doser, décomposer dans du plasma, il faut éventuellement pouvoir avoir accès à des biopsies de peau pour regarder les nerfs qu'on a dans la peau. On a beaucoup parlé de biomarqueurs. Ces biomarqueurs, on les trouve dans des fluides et des cellules humaines. Et donc ça, pour nous, c'est un peu compliqué aujourd'hui parce que il y a beaucoup de contraintes, et c'est normal, hein, éthiques, parce qu'on doit agir dans un environnement qui permet de protéger le patient. Mais c'est vrai que pour nous, c'est parfois compliqué, dans un délai raisonnable, en vérité, d'avoir accès à ces tissus qui nous permettent de fabriquer nos IPS, nos cellules, nos modèles sur lesquels on développe on réalise nos projets, et on essaie de faire des essais précliniques quand il s'agit d'essais de thérapeutiques. Voilà, et c'est parfois compliqué, et bon, on aurait peut-être besoin d'un peu plus de support, on va dire, institutionnel, mais bon, aujourd'hui c'est comme ça, et ça nous ralentit parfois ou souvent. Voilà. Mmh. Bon, le message est passé. Peut-être une dernière question avant de passer la parole à Alexandre et Jean-François, et on va terminer peut-être sur une note un petit peu plus positive sur ce temps de la recherche, parce qu'on a un contre-exemple qui est le gène SORD. Tout à fait. Et donc, avant de passer à SORD, je voulais remontrer un petit peu l'histoire de CMT1A Oui. aussi, parce que voilà, une histoire aussi très longue, on l'a dit. Le gène décrit en 1992, le premier modèle animal, vrai bon modèle, enfin il y en a d'autres, mais le très bon modèle animal, le rat en 96. Finalement, en termes de thérapeutique sur CMT1 et sur CMT en général, la publication qui a tout déclenché, c'est la publication de Michel Santès sur les études précliniques avec l'acide ascorbique. Tous les essais cliniques acide ascorbique qui ont été réalisés entre 2008 et 2013 et qui malheureusement n'ont pas montré d'effet. Ensuite, on a eu l'histoire Farnex, bon, dont je ne sais pas si elle est terminée ou pas. On aura sûrement bientôt des informations à ce sujet. Et puis, depuis 2018, tous ces essais, il y en aura, je crois, aujourd'hui dans ce webinaire, en thérapie génique, moléculaire, pharmacologique sur CMT1A. Et là aussi, on voit qu'on est sur une histoire très, très longue qui n'est pas du tout terminée. Et en comparaison à ça, oui, je voulais prendre l'exemple de SORD, parce que SORD, c'est donc une forme qui a été décrite récemment, qui finalement est assez fréquente, parce qu'on estime que c'est 10% des CMT2. Et donc, c'est en 2020 seulement que la publication donc de Zuckner qui a décrit les mutations bialléliques. Ça veut dire que c'est une mutation récessive. Les deux copies du gène sont mutées dans ce gène. Et puis, on voit que là, pour le coup, 2 ans après, un essai clinique qui démarre. Et cet essai va se terminer normalement en juillet. Donc, pourquoi ça? Et c'est un petit peu aussi ce qu'a pu montrer Arnaud, bien que lui, il ne soit pas allé véritablement vers un essai clinique. Tout dépend un petit peu du gène sur lequel on va tomber. Donc là, on est tombé sur une enzyme, enfin un gène qui code pour une enzyme qui intervient donc dans la conversion, donc dans le cycle du glucose, pour convertir le glucose pardon, le sorbitol en fructose. Et quand cette enzyme est mutée, ce sorbitol va s'accumuler, ce qui probablement cause une neurotoxicité. Et il se trouve qu'en fait, il existait déjà des molécules qui étaient approuvées, qui étaient déjà utilisées en clinique dans un autre cadre. Et c'est ce qu'on appelle du repositionnement dans le cadre des neuropathies diabétiques. Et ces molécules qui ont pu directement être utilisées, parce que là,
qu'est-ce qui a fait qu'on a pu réduire ce temps? C'est que c'est une enzyme sur laquelle on a des molécules et qui était déjà sur le marché. Donc, en fait, il suffit de démarrer, entre guillemets, un essai de phase 2 et 3 parce que toutes les démarches réglementaires, on peut les passer puisqu'elles sont déjà faites. Voilà, donc ça, c'est un exemple voilà, qui donne un peu d'espoir parce que parfois, on a de la chance et on tombe sur des gènes ou des protéines qui sont déjà connues et pour lesquelles on dispose déjà de molécules utilisées dans un autre cadre. Voilà. Merci, merci beaucoup Valérie, Jean-François ou Alexandre, si vous avez des questions ou des réactions, Jean-François. Merci, merci Valérie. Je regarde s'il y avait des questions dans le chat. Il y en a une qui parle de vous parler de supplémenter en B3 dans votre exemple. Pouvons-nous en prendre avec un avis médical sans connaissance du gène pour CMT2 et doit-on faire un dosage vitamine B3? Alors, donc je pense qu'on voit déjà ce qui est difficile à faire passer comme message, c'est-à-dire que un CMT, un gène, un traitement. Peut-être faut essayer de retenir ça pour l'instant de façon très simplifiée, parce que c'est vrai que c'est souvent la confusion dans l'esprit des patients. C'est-à-dire que nous, on vient avec ah, j'ai un truc à marcher en préclinique, etc. Mais la situation est tellement complexe, 120 gènes, etc., et chaque patient est tellement avide de traitement, ce qui est bien normal, qu'en fait, est-ce que je peux prendre la vitamine B3? Si vous n'êtes pas muté d'amphrabine, il n'y a pas de raison comment dire, logique de penser que vous pourriez prendre cette vitamine D3, d'autant que cette forme de niacine, elle a des effets secondaires parfois parce qu'il faut prendre des doses quand même un petit peu importantes, avec des flushs, etc., des trucs assez désagréables. Donc, il n'y aurait pas de raison de prendre de la niacine ou de la vitamine B3 si on ne sait pas qu'on a une mutation dans Frabine, le gène qui est muté. Donc, ça, c'est un message important. Comme tout à l'heure pour Arnaud avec COG10, on ne peut pas tout mélanger. Et puis là, on est sur un CMT démyélinisant en plus. Donc, a priori, sur un CMT2, la réponse, c'est non. Et donc, attention de ne pas s'automédiquer sur n'importe quoi parce que, en fait, et puis en plus, là, la deuxième partie de la réponse, c'est que nous, on est sur du préclinique. Hein, donc, on n'en est même pas, on n'a encore pas fait le traitement oral chez la souris qu'on doit commencer l'année prochaine. Donc, et c'est aussi pour ça, encore une fois, que c'est long. C'est trop long. On le sait que c'est trop long. Mais on est obligé de ne pas sauter ces étapes parce que Sharam l'a dit tout à l'heure, on ne doit pas prendre de risques en faisant n'importe quoi parce que c'est votre santé. C'est donc pour ça que même si ce n'est pas parfois audible, et moi il m'est arrivé de me faire engueuler, pour parler vulgairement, dans des journées de l'AFM par des patients qui me disaient mais vous êtes trop lent, vous n'allez pas assez vite, mais qu'est-ce que vous faites dans vos labos, etc. Mais on ne peut pas sauter les étapes. Et donc, attention, donc de toute façon, jamais rien faire sans prendre l'avis. Et encore une fois, Sharam l'a dit, il y a des centres de référence, il y a des gens qui peuvent vous aiguiller et il faut éviter voilà, de s'automédiquer sur des choses qu'on a pu lire à droite à gauche parce que c'est normal de bien vouloir se diriger vers toute piste qui pourrait apporter un peu d'espoir. Voilà. Merci Valérie. Je vois une autre question. Alors, il y en avait une sur des variants du gène SLC 5 à 7. Donc, alors celle-ci, elle est peut-être un peu trop précise pour qu'on puisse Oui, y répondre là. Des variants DHMN. oui, surtout que je ne Euh, connais pas trop bien ce gène-là. Ouais. Voilà, on essaiera de voir si des réponses peuvent être apportées hein, à celles pour lesquelles on n'a pas pu répondre là. Une Mm, autre, par contre, concerne le gène SORD mm. avec un excès de sorbitol et peut-on et faudrait-il dès maintenant envisager de réduire ce sorbitol en limitant les aliments riches en sorbitol? Alors là, on va être aux limites de ma compétence, hein. Moi, j'aurais tendance à dire que, il y a toujours l'aspect de ce qu'on est capable de capter dans l'alimentation. Donc honnêtement, là, je connais pas assez bien la biochimie là pour répondre sur le sorbitol. Donc faudrait, vraiment poser la question à quelqu'un qui connaît mieux que moi parce que c'est pas forcé qu'en fait, il y en ait qui soient captés beaucoup dans l'alimentation et qu'il faille réduire les aliments en sorbitol. Mais honnêtement, je ne connais pas bien la question. Il faudrait s'adresser à des personnes qui le connaissent mieux. Mais par contre, là, pour le coup, il y a un vrai traitement qui se profile à l'horizon et probablement dans pas longtemps. Donc, ils finissent l'essai fin juillet. J'ai regardé ce matin, 31 juillet. Je suppose qu'ils vont dépouiller tout ça pour la fin de l'année. Et a priori, vu que c'est une molécule qui a une AMM, si ça a marché, je suppose que j'espère
que dans pas longtemps, il y aura un début de traitement pour cette forme SORD. Donc là, pour répondre dans l'alimentation, je ne voudrais pas dire une bêtise, en fait, en répondant comme ça. Non, mais Merci il y a de bonnes Valérie. raisons de croire effectivement qu'il y a un traitement demain. Ce sera probablement la première CMT qui aura un traitement approuvé sur le marché, mais pour tout un tas de bonnes raisons qui ont bien été exposées. Merci Valérie pour de dire Mais si je peux aussi attention. ajouter un tout petit bémol, parce que j'aime bien faire mon verre demi-vide quand même de temps en temps, c'est-à-dire que c'est super et franchement, mais attention, encore une fois, on a besoin de temps pour savoir quelle sera la réelle amélioration apportée par cette semence. Est-ce que ça va ralentir? Est-ce que, voilà, ça dépend de l'âge auquel on commence, etc. Toutes ces questions, on ne peut pas avoir la réponse avant de les avoir posées et malheureusement, il faut le temps de voir ce qui va se passer. Donc oui, c'est un super espoir, mais voilà, Moi, je peut-être. le vois à moitié plein, le Mais verre, c'est hein, bien. question de point de vue. Mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle. En tout cas, tu as bien fait aussi de dire, d'être vigilant. Attention aux supplémentations. Attention des CMT, même si on parle de maladies de Charcot-Marie-Tooth, des CMT, il y en a plein de différentes avec des anomalies génétiques différentes. Donc, des sources. Donc, un traitement, une CMT, un traitement, comme tu disais. Oui, on peut espérer quand même qu'il y ait des dénominateurs communs entre certaines CMT, mais typiquement, de base, effectivement, un traitement, il y a de fortes chances qu'il soit d'abord adapté à une CMT. Donc, ne courez pas vers l'automédicamentation. Ça peut être très délétère. C'est pour ça que la science est longue, c'est pour nous protéger aussi, nous patients. Donc, soyons très vigilants vis-à-vis de ça, effectivement. Mais les choses avancent. Merci en tout cas, Merci. et le temps aussi d'ailleurs. Merci. Merci Valérie. Merci Valérie.